Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bonsoir et bienvenue à une autre émission de En 60. Ce soir, nous vous offrons un ex-journaliste, un ex-professeur, un ex-prêtre, avant de devenir écologiste et militant environnementaliste. Il est également ex-fondateur, ex-président de l'Union paysanne, né à Normandin, dans le bout du lac Saint-Jean, il y a plus de 81 ans. Maintenant à la retraite, il a décidé d'être agriculteur biologique à Saint-Germain-de-Kamouraska. Il est maintenant à sa retraite. Mais à ses temps morts, il a été, et il est toujours, un auteur de livres de réflexion. Parmi ses titres, nous avons L'université où on fabrique des ronds de cuir, manifeste rédigé avec 9 de ses camarades de l'Université de Montréal, dont Louise Arel, Bâtir les campagnes sur les éditions Trois Pistoles, et Le Citoyen, qu'est-ce que vous en faites? Un pamphlet qu'il a écrit en 1998, un plaidoyer pour l'agriculture paysanne ou l'éco-société. A-t-il un avenir pour les régions? Un projet d'occupation du territoire. L'éolien, pour qui ça s'ouvre vraiment le vent? Constituer le Québec. Piste de solution pour une véritable démocratie. Le champ de bataille, histoire et défis de l'agriculture biologique au Québec en 2014. Survivre à l'offensive des riches en 2016. L'UPA, un monopole qui a fait son temps en 2007, qui est son dernier ouvrage. Voici notre invité, en compagnie de Céline Lebel, Roméo Bouchard. Bonsoir, M. Bouchard, M. Roméo Bouchard. Je suis bien contente que vous ayez accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Je vous parle de loin, de Kamouraska, au bord du fleuve. Ça me fait plaisir de m'adresser à vous autres à Montréal. Alors, tout en regardant notre fleuve, nous avons convenu que nous traiterions de quelques sujets. Je vais commencer comme avec l'ordre avec lequel je les ai pris en note. Il y a Montréal et la nouvelle mairesse, Madame Valérie Plante. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle et sur Montréal? Ben, disons que je la connais pas particulièrement. Je suis comme tous les citoyens. J'écoute les nouvelles, je la vois aller. Je vois que c'est un peu moins facile que ce que ça semblait devoir être durant la campagne électorale. C'est normal. Les grandes villes aujourd'hui, c'est des enjeux énormes, tu sais, sur comment établir une vie démocratique de participation dans une immense ville comme ça, cosmopolite, comment faire la transition écologique, comment développer un peu plus de justice sociale. C'est des enjeux énormes, tu sais. Alors, c'est normal que une nouvelle tendance politique, plus à gauche, qui arrive au concret là-dedans, il y a un apprentissage très important à faire. Et aussi, c'est un test très, très sévère sur les idées de la gauche, tu sais, parce que les idées de la gauche, souvent, sont assez idéologiques, sont assez théoriques. Et quand on arrive sur le terrain, c'est un petit peu plus compliqué, tu sais. Et pour moi qui suis en région, ce qui se produit à Montréal est très, très important, tu sais, parce que on sent que le fossé qui se creuse entre Montréal et les régions est de plus en plus profond, tu sais. Entre autres par le caractère cosmopolite de Montréal. Tu sais, mais quand on sait que la moyenne dans les écoles à Montréal, c'est 50% et plus d'enfants au primaire qui ne sont pas d'origine québécoise, on voit tout de suite que tout ce qu'il y a d'énorme comme changement culturel et comme différence aussi des problèmes sociaux et culturels par rapport à ce qu'on vit, nous, en région, tu sais, où il y a très, très peu d'immigrants qui se sont installés à date et où la population est beaucoup plus homogène, tu sais. Alors, je pense que ce qui arrive à Montréal, pour nous, ça nous inquiète beaucoup.
Parce que si Montréal est de plus en plus anglophone, si Montréal est de plus en plus multiculturel, si Montréal est de plus en plus mondialisé, on a l'impression qu'on est en train de perdre le Québec, tu sais, parce que c'est plus que la moitié du Québec qui est à Montréal, et on a l'impression que on est comme plus du même pays quasiment, tu sais. Tous les discours politiques sur l'inclusion, sur l'intégration des immigrants, sur la langue, c'est des choses qui nous inquiètent beaucoup en région, tu sais, parce qu'on les vit pas de la même façon qu'à Montréal, et on a l'impression que Montréal est en train de céder à beaucoup de points de vue notre patrimoine commun des Québécois. Et à ce point de vue-là, Valérie Laplante, dans plusieurs des mesures qu'elle a prises depuis qu'elle est là, ça n'a pas rassuré les gens, tu sais, parce que ce soit sur la langue, que ce soit sur les signes religieux, elle semble très proche d'une approche inclusive, radicalement inclusive, permissive, axée sur les droits de la personne, et on se dit, mais coudonc, est-ce que Montréal va rester une ville française? Est-ce que Montréal va rester le cœur d'un Québec dont la caractéristique de base comme société distincte, c'est son histoire, sa culture, sa langue québécoise et son modèle de société aussi qu'on a établi au Québec, où on tient beaucoup à la laïcité parce qu'on a trop connu ce que c'était que la religion mêlée à l'État, qui tient beaucoup à l'indépendance, à l'affirmation du Québec. Hein. Alors voilà, c'est tous des aspects qui, pour des gens en région actuellement, ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe avec Valérie Laplante, ça ne nous laisse pas indifférents et ça inquiète même parfois. Oui. Est-ce que vous pourriez dire que, comparativement à M. Coderre, qui semblait bomber le torse à chaque fois qu'il y avait affaire au gouvernement provincial, Valérie Plante, elle, est plus portée à les prendre par les épaules puis à dire « je suis avec vous autres ». On a vu ça avec la pelletée de terre pour le REM, là. Oui, oui. Puis c'est ça, ça a donné oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont différentes, là. Denis Coderre était un fédéraliste bien connu, évidemment. Et il avait une conception de la ville de Montréal très axée sur la cité-État, si on veut. Moi, je suis pas hostile à ça, que les méga-cités soient des entités qui ont des particularités différentes des autres régions. Ça se fait à plusieurs endroits. En Italie, par exemple, il y a les régions, mais il y a aussi les mégacités, les agglomérations métropolitaines qui ont un statut politique, une structure de gouvernance un peu différente des autres des différentes régions. Ça, là-dessus, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec, de façon générale, avec la décentralisation politique, que ce soit au niveau national, au niveau des régions, au niveau des villes. Moi, je suis un démocrate, je trouve qu'on s'est énormément éloigné de la démocratie. On ne sait même plus ce que c'est, on ne fait pas confiance. On a l'impression que la démocratie, ça mène nulle part, que mieux vaut avoir des gens qui savent, des experts pour diriger. Moi, je suis totalement à l'opposé de ça. Je pense que les gens, la politique, le bien commun, ce n'est pas une expertise, c'est quelque chose que le dernier des citoyens, qui est peut-être pas instruit, peut avoir un meilleur jugement sur ce qui convient au bien commun que beaucoup de gens experts, mais qui très souvent défendent des intérêts particuliers, etc. Alors, dans ce sens-là, bon que Montréal soit pas à couteau tiré avec le gouvernement québécois, je suis bien content de ça. C'est évident qu'il faut que Montréal se conçoive comme étant le cœur du Québec, tu sais. Et non pas uniquement un espèce de point relais des grandes cités dans le monde. Je pense que le Québec, on est une petite société distincte en Amérique, au Canada. On a besoin de serrer les coudes entre nous, puis de
d'avoir un sentiment d'appartenance et de solidarité très fort entre nous. Et si Montréal n'est plus là pour tirer avec nous, avec tout le monde, il n'y en aura pas de Québec, il n'y en aura plus, tu sais. C'est clair, tu sais. Les régions ont besoin de Montréal, et Montréal a besoin des régions. Un pays, c'est un territoire, c'est une citoyenneté, c'est un ADN, et Montréal doit en faire partie, et même si son caractère cosmopolite aujourd'hui le rend peut-être le fait qu'il est comme il a une longueur d'avance dans la modernité. Cette modernité-là, il ne faut pas qu'elle se développe en rupture avec le reste du Québec. L'émission que j'ai regardée hier, justement, sur les métropoles, on disait qu'en 2045, il y aurait beaucoup, beaucoup de gens qui vivraient dans les villes. Ben, c'est déjà vrai. Oui, oui. C'est déjà vrai, c'est sûr, mais d'un autre côté, les mégacités, quant à moi, en tant qu'écologiste, là, sont condamnés, s'en vont sur un mur, tu sais. Je crois que il va devoir, la crise écologique va exiger une relocalisation de l'économie, du peuplement. On ne peut parce que les machines, les mégacités sont des machines centralisatrices et sont des machines à dépenses d'énergie, tu sais, parce que elles font venir les choses de partout ailleurs. La nourriture, ben là maintenant on commence à faire de l'agriculture urbaine. C'est une forme de relocalisation de l'agriculture. Si on veut diminuer l'utilisation du pétrole, l'utilisation de l'énergie, il y a toujours des gens, quand je parle de ça, qui me répondent « Ah, mais moi, je reste au centre-ville, puis j'ai pas d'auto, puis vous autres en campagne, vous avez des autos, puis... » Ben non, mais c'est une poignée de gens au centre-ville qui n'ont pas d'auto, là. La grande région urbaine, les grandes ceintures de Montréal, c'est des machines à automobile, tu sais. Et c'est moi, OK, j'ai besoin d'un auto parce que je peux pas... j'ai plus les services dans mon petit village. Je suis obligé d'aller au village un peu plus central. Donc, j'ai besoin de mon auto régulièrement, mais pas pour des longues distances. Et j'ai pas besoin nécessairement d'un énorme véhicule. Comparé à la dépense d'énergie, à tout point de vue des transports, mais aussi du reste qu'il y a dans les mégacités, il n'y a pas de comparaison. Tu sais. La ville, c'est une invention de la société du pétrole. Et on est dans une impasse avec ça. Les 15-20 prochaines années, il va y avoir un cul-de-sac avec les grandes villes. Oui, surtout quand on voit Trudeau à plat ventre devant les pétrolières, les gazières, les pétrolières. Ben oui, c'est sûr. Là, on maintient le même modèle. On maintient le même modèle de... Là, on fait des autos électriques, mais c'est des autos, les autos électriques. Ça prend des routes, ça prend tous les services d'auto, ça prend la construction de tous les matériaux de construction pour les autos. Ça ne change pas grand-chose, l'auto électrique. On se demande vraiment c'est quoi la planification, la stratégie de ces gens-là, comme de ceux qui sont à CBIA et le reste, là, pour le REM, on l'a mentionné tantôt. Là. Tout cet argent-là pourrait être vraiment tellement bien mieux investi dans des infrastructures qui relieraient, je sais pas, les régions à la ville, ou alors diminueraient le trafic, les congestions. Oui, mais c'est qu'il n'y a visiblement pas de vision à moyen terme. On est tout le temps là dans améliorer, proposer des améliorations spectaculaires là, à ce qui fonctionne, à ce qui est en place, à ce qui fonctionne déjà, mais on n'est pas en train de repenser. Tu sais, il n'y aura pas de transition écologique si on ne repense pas tout l'aménagement du territoire et toute la redistribution de la population dans le territoire. Ça, c'est clair et net. Je le répète, les villes et toute la culture de centralisation des services, centralisation du peuplement, ça relève d'une société du pétrole et d'une société hyper consommatrice d'énergie. Si on veut diminuer la consommation d'énergie et de pétrole en particulier, il faut penser à une autre façon de peupler notre territoire, d'habiter notre territoire. Et c'est pas en ajoutant des REM qu'on va faire ça, là. Ça fait juste essayer de corriger des problèmes qu'on a avec la ville telle qu'elle est en ce moment. Mais si on veut aller
dans une transition énergétique, on n'est plus là. On n'est plus là. On n'est pas là. Non, pas du tout. Monsieur Bouchard, vous avez écrit votre plus récent livre, parle de l'avenir des régions, ou bien c'est celui-là qui s'en vient bientôt? J'ai écrit un livre, j'ai écrit beaucoup de choses sur les régions parce que moi, je viens de région. J'ai été 10 ans à Montréal, mais en 75, je suis revenu, j'ai tout laissé, mes métiers de Montréalais, de journaliste, de professeur à l'UQAM et tout ça. Et j'ai acheté une ferme dans un petit village au bord du fleuve. Et donc, moi, toute ma carrière, on peut dire, je l'ai passée en région. Mes origines sont là. C'est ma terre natale, les régions. Et j'ai écrit un livre à la fin. J'ai travaillé pendant des années ici en développement local. C'est-à-dire que tous nos villages, y compris le mien, étaient, à partir des années 80, en déclin parce que tous les services disparaissaient un après l'autre. La caisse populaire, le bureau de poste, le poste d'essence, les magasins, etc. Donc, on se disait, les populations baissaient. Et on a donc développé des méthodes pour essayer de revitaliser les villages à partir d'une prise en charge de la communauté, sans attendre des grands projets de compagnie et sans attendre non plus des grands projets de gouvernement qui viennent jamais. Ça n'a pas fait des miracles, c'est sûr, parce que tant que les politiques ne changent pas, c'est sûr que le gros de la machine continue à jouer contre les régions périphériques. Il y a le monde actuel, on vient d'en parler, des mégacités, c'est obéi à une logique strictement de centre et périphérie. Plus on est au centre, plus le dynamisme économique et culturel est élevé, et plus on s'éloigne du centre, plus ça se dégrade. Et ça, on le vit en région périphérique, c'est-à-dire les régions qui sont plus dans le pourtour du Québec, plus éloignées, et aussi à l'intérieur même des régions, les villes capitales, Matane, en allant vers la Gaspésie, Gaspé, les villes se portent pas trop mal, mais si on va à 15 minutes en dehors de ces villes-là, on tombe dans vraiment la débandade, là, au point de vue social et au point de vue économique. Alors, cette reprise en main des villages, moi j'ai vécu ça beaucoup, et ça nous a amené à remettre en question toute la politique que mènent les gouvernements envers les régions. Chaque nouveau gouvernement annonce une nouvelle politique qui va permettre enfin de développer les régions. Mais c'est toujours la même. C'est toujours de continuer à laisser les ressources naturelles entre les mains des grandes compagnies, sans qu'on ait à peu près de contrôle sur rien, et alors que ces compagnies-là transportent à l'étranger les ressources presque à l'état brut, les minéraux, les forêts, etc. Et ça nous revient en produits transformés, de sorte qu'on retire presque rien de ça. Et les régions périphériques, c'est des régions dont l'économie repose principalement sur les ressources naturelles. La forêt, les mines, l'agriculture, les sites de plein air, l'eau, les grandes rivières, l'énergie. Alors, c'est sûr que tant qu'on a des politiques comme on a envers les ressources naturelles qui ne nous appartiennent pas et qu'on laisse les compagnies faire à peu près ce qu'ils veulent, utiliser tout ça selon leur agenda mondial, ben c'est sûr que les gens ont beau se débattre dans les petits villages, faire du bénévolat, créer des outils communautaires, ça ne mène jamais très très loin. Mais quand même, et le livre que j'ai écrit en 2006 sur Y a-t-il un avenir pour les régions a fait un peu le bilan de toutes ces années au cours de laquelle je me suis battu sur ces questions-là dans le développement local à partir du BAEQ qu'on appelle en 1968 le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, qui a été la première tentative de projet de développement régional des gouvernements, mais qui a monumentalement échoué d'ailleurs. Alors c'est un livre important
dont les thèmes sont repris dans plusieurs autres des travaux que j'ai faits, notamment quand j'ai fait un livre sur l'éolien, quand sont apparus les grands projets éoliens. J'ai fait un livre sur Esdras-Mainville et tout le modèle gaspésien. Ça aussi, c'est dans la même lignée. Et puis, c'est présent dans tout ce que j'ai fait, tu sais. Et ce livre-là, Y a-t-il un avenir des régions, est utilisé fréquemment dans les cégeps, dans les cours de géographie ou les cours d'économie. Alors, c'est un ouvrage dont je suis assez fier parce que on a même fait une deuxième édition en adaptant tous les chiffres pour les actualiser davantage. Alors, c'est important. Puis je pense que ce serait merveilleux que plus de Montréalais, surtout beaucoup de jeunes intellectuels, sont très portés sur l'idéologie, qui lisent ça pour découvrir qu'est-ce que c'est leur territoire au Québec, que tout le travail qui s'est fait par les populations, aussi toute la réflexion qui a eu lieu dans ces régions-là, particulièrement par les professeurs des succursales régionales de l'Université du Québec. Il n'y a pas juste l'UQAM, là, au Québec, là. Il y a l'UQAR, l'Université de Rimouski, l'Université du Saguenay, l'Université d'Outaouais. C'est toutes ils ont toutes des sous-succursales aussi. Ces gens-là, partout, il y a des intellectuels qui réfléchissent sur les réalités régionales et ça serait très utile que beaucoup d'intellectuels qui évoluent puis qui sont un peu en vase clos à Montréal mettent le nez là-dedans et découvrent qu'il n'y a pas seulement, des auteurs italiens ou français ou américains là qui sont à la mode. Il y a plein de gens qui ont approfondi beaucoup toute la question du développement des régions versus les villes. Alors, dans ce sens-là, c'est un thème pour moi auquel je tiens beaucoup, mais il y a très peu de gens des régions qui sont entendus à Montréal. Parce que c'est loin, puis les gens à Montréal, ils font des colloques, ils voudraient qu'on aille donner une conférence là ou faire une entrevue à la radio, mais ils nous offrent comme dédommagement 150 $, alors que pour moi, aller à Montréal, faire une activité, quand même que c'est rien qu'une entrevue d'une demi-heure, ça me coûte 500 $. Ah oui. Alors, les gens ils réalisent pas ça. Alors finalement, il y a un mur qui s'épaissit entre les gens des régions et les gens de Montréal. Pas parce qu'en région, il n'y a pas des gens qui font un travail de recherche et d'intellectuel important. Écoutez, moi j'ai 11 ans d'université, j'ai jamais arrêté d'étudier, j'ai jamais arrêté d'écrire. Je suis un intellectuel qui est capable de tenir le crachoir à côté de n'importe quel intellectuel de Montréal. Sauf que on est des espèces d'indigènes. Oui, oui. Les nouveaux venus, les jeunes adultes c'est un article, ça. Vous parlez de votre village, justement. Mon village se porte de mieux en mieux. C'est un article du 15 avril 2018. Une très belle photo, d'ailleurs. Et puis, qui est-ce? D'où proviennent-ils, ces jeunes adultes? Ils proviennent de Montréal, ils proviennent de Québec, ils proviennent de la ville, en général. Il y en a que c'est des gens qui étaient originaires de la région qui reviennent, mais en général, c'est des gens qui n'étaient pas de la région et souvent même dont les familles n'étaient pas d'origine immédiate là. C'est souvent leurs parents ou leurs grands-parents avaient été en campagne, mais eux ont été élevés vraiment en ville, ou dans les banlieues ou autour de Montréal. Et écoutez, dans mon village, c'est rendu que il y a 60% de la population qui est composée de non-originaires, ou de ces jeunes-là de 30 dans la trentaine, ou aussi souvent des pré-retraités ou jeunes retraités. Et ce sont des gens qui apportent beaucoup parce qu'ils sont généralement diplômés, instruits, ils ont toutes sortes de spécialités, de ressources qui permettent, puis ils créent des projets, ils démarrent des projets parce qu'ils veulent
gagner leur vie ici en région. Donc, il faut qu'ils inventent des projets qui vont leur permettre de vivre. T'sais. Donc, ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus positif actuellement. Beaucoup plus que les soi-disant politiques de développement régional des gouvernements qui finissent toujours où l'argent finit toujours dans les poches des compagnies. Oui. Et vous dites aussi, vous mentionnez que les enfants ne constituent toujours cependant que 15%. La démographie, c'est réellement un problème pour nous, les Québécois. Ben oui, mais à 15%, on n'est pas tellement pire qu'ailleurs, là. Non, sauf peut-être dans les banlieues de Montréal, là, où là, il y a un taux de plus jeunes, de jeunes. Puis quand vient le temps du cégep et de l'université, cette masse-là de jeunes se déplace plus à Montréal même. Mais ça, ce sont des afflux spéciaux. Mais partout, la natalité au Québec a chuté très, très rapidement et elle a chuté très bas. Évidemment, ça a remonté un peu là, quand on a créé le système des CPE, des garderies. Mais seulement, il reste que tous les pays modernes doivent composer avec... quand j'ai commencé, moi, à faire de l'animation en région, dans les années 68, 70, on calculait là, qu'il y avait en bas de 24 ans, là, il y avait 45-50% de la population. Et là, ça tourne autour de 18-20, hein. Oui. Alors, c'est sûr que la structure d'âge de la population n'est plus la même, t'sais. Ça, il faut s'attendre à ça. T'sais. Mais par contre, la scolarité est plus élevée, les personnes âgées sont en santé plus longtemps. Il y a toutes sortes, tu sais, il y a des avantages et des désavantages aux deux aspects. T'sais. Ce qui est important, c'est qu'une population, puis c'est ça que j'ai souligné dans cette étude-là que je viens de faire sur notre village, c'est d'avoir une population qui est équilibrée, qui est diversifiée, qui est dynamique. Et ça se peut que les villages, on a 275 personnes ici, c'est un petit village tout petit, et ça remontera pas tellement. Quand même qu'il vient des jeunes, avec ceux qui meurent, puis les jeunes qui partent, eux autres, après le secondaire pour aller faire leurs études, ça fait que la population ne remonte pas. Elle se maintient, c'est déjà beaucoup si elle se maintient. Mais elle peut être quand même une population équilibrée qui réalise un milieu de vie très, très dynamique. Hein? Mais ça dépend beaucoup de chaque village. Ça dépend des gens qui sont là, des leaders qui ont apparu. Et souvent, les villages qui se sont repris en main, les personnes porteurs du ballon dans la place, a souvent été les gens qui venaient de l'extérieur, qui n'étaient pas originaires du village. Donc, ça s'est fait, ça a exigé un certain apprivoisement, tu sais, entre les gens de la place et les gens étrangers. Mais avec les années, ici à Saint-Germain, on a réussi une assez bonne intégration et ça continue à donner des très beaux résultats. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que certaines personnes de l'immigration ne sont pas volontaires pour s'intégrer? Des jeunes qui viennent ici en région? Non. Là, je vous parle de... Tu parles de l'immigration en général. Ah oui, je suis tout à fait... je pense que c'est un des aspects actuellement dans le débat qui est escamoté là, par beaucoup de gauchistes là, qui sont très, très axés sur les minorités, puis les droits individuels, puis tout ça. Ils ne voient que la discrimination et ils ne voient pas que l'intégration, ça se fait des deux côtés. T'sais. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intégration si tu as des communautés qui se concertent entre eux autres pour dire, nous autres, on ne lâchera pas nos habitudes. Et on ne fera aucun compromis sur nos habitudes religieuses, notre culture religieuse, rien. Ça, c'est sûr que s'il y a un blocage de ce côté-là, puis si on encourage ce blocage-là, c'est une des choses que je trouve qui est très ambiguë dans le discours de Québec solidaire actuellement. Je dis pas que c'est ça dans leur programme, je dis pas que c'est tout le monde à Québec solidaire, mais il y a une frange importante à Québec solidaire actuellement qui joue cette carte-là très fort, qui sont même parfois presque des fiers à bras pour dénoncer et accuser les gens de racisme et tout. Mais ils rendent un très, très mauvais service à tout le monde. Parce que il faut que les Québécois apprennent à s'ouvrir puis à évoluer
avec tout le métissage quand ça entraîne, la venue d'immigrants, de cultures de plus en plus éloignées de la culture occidentale. Mais seulement, il faut aussi qu'on exige de la part des gens qui arrivent ici, même s'ils sont dans un pays multiculturel qu'est le Canada, tant qu'ils sont au Québec, c'est un pays de langue et de culture française, donc on lésine pas là-dessus. C'est un pays qui tient à la laïcité, qui est pas raciste pour autant. Il tient à une laïcité réelle parce que dans son histoire, le Québec, là-dessus, a eu un vécu très lourd, très douloureux. Il veut pas revenir en arrière, qui tient aussi à son émancipation au point de vue politique. Hein. Alors, je pense qu'on doit préserver ces valeurs-là sans être l'objet de véritables campagnes de dénigrement tout à fait non fondées. Cette frange-là qu'il y a dans Québec solidaire joue un jeu extrêmement ambigu et extrêmement dangereux et ne rend pas service, ne facilite pas l'avènement d'une nouvelle citoyenneté québécoise qui va préserver l'identité, l'ADN de ce peuple-là, unique, distinct en Amérique et au Canada, et tout en intégrant des éléments, des nouveaux arrivants, des nouvelles communautés qui ont immigré ici, puis, tout en leur laissant aussi la possibilité, c'est clair, de continuer à chérir leurs racines. L'identité, c'est très, très précieux. L'enracinement, c'est très, très précieux. Les gens, Boucard Diouf le dit souvent, les gens qui immigrent, ils sont transplantés dans un autre pays. Ils conservent, et ils ont besoin de conserver leur première identité, mais ils ont besoin d'en trouver une nouvelle, de développer un nouvel enracinement à même le nouveau territoire, la nouvelle citoyenneté dans laquelle ils sont. Et je pense qu'il faut tous pousser dans ce sens-là et arrêter de diviser actuellement les Québécois comme certains ont tendance à le faire. D'ailleurs, moi, j'ai signé il y a quelques mois, 2 mois, avec Louis Favreau, un manifeste qui a eu une assez grosse divulgation dans le public, qui s'appelle le manifeste de l'autre gauche, justement pour dire, écoutez, il y a des milliers de Québécois qui sont de gauche et qui ne tiennent pas ce discours-là, et qui sont progressifs. Ils travaillent partout, dans les syndicats, dans les comités de citoyens, dans les groupes communautaires, les groupes écologistes. Ces gens-là sont progressistes et certains gauchistes se plaisent à les dénoncer comme des racistes, comme des nationalistes identitaires, ethniques. Oui. C'est absolument contre-productif. Et on a essayé de faire éclater cette bulle-là pour dire libérer la parole des autres forces progressistes au Québec. Qu'est-ce que vous entendez par des gens qui veulent sincèrement changer la société dans laquelle on est, dans la mesure où cette société-là cultive les inégalités sociales, ne respecte pas la démocratie, ne fait pas de gestes vraiment sérieux pour la transition écologique. Tous ces gens-là travaillent à ça. T'sais, ce n'est pas la défense des minorités, puis des minorités sexuelles, puis des minorités religieuses. C'est un aspect parmi un ensemble de problèmes beaucoup plus importants très souvent. Faut pas en faire le seul combat. Moi, il faut plutôt mettre l'accent, je dirais, pour lutter contre la discrimination. Comme au lieu de défendre le port des signes religieux dans la police, c'est peut-être beaucoup plus important de travailler pour que l'accès à l'emploi chez les gens d'origine arabe ou d'origine, asiatique, soit ait plus facilement un travail. Donc, travailler, se battre pour obtenir l'équivalence des diplômes, des choses comme ça, qui vont vraiment changer les choses, que de faire simplement une guerre d'idéologie qui souvent ne concerne qu'une infime minorité de personnes. Écoutez, là, actuellement, pour une fille de 15 ans qui probablement réalise même pas ce qu'elle fait, là, on met tout le Québec en cause, alors qu'on sait que la très grande majorité des Québécois
ne sont pas en faveur d'une ouverture aux signes religieux à ce niveau-là. On est prêt à négocier des choses là-dessus, on est prêt mais pas n'importe quoi. Là. La laïcité, c'est sérieux pour les Québécois. Oui. Pour l'avenir du Québec. Et justement, on vient de laisser l'avenir des régions. Là, on vient de parler aussi de QS. J'aimerais que vous donniez votre impression sur l'arrivée de ce nouveau candidat, Vincent Marissal, et même l'arrivée de Françoise David, l'embauche à la presse. Ben, moi, je vous dis, je suis d'accord avec la majorité du programme de Québec solidaire. Ça, le programme, c'est une affaire. Mais dans le comportement concret de Québec solidaire, il y a deux choses qui me dérangent et que je critique d'ailleurs très souvent à mon corps défendant. C'est le côté dont je viens de parler. Le premier, c'est ça, l'ambiguïté de leur discours sur la défense des minorités, la défense des signes religieux, la défense des droits individuels. Et l'autre point qui me déçoit beaucoup dans la pratique, et ça, c'est pas inscrit dans le programme, évidemment, c'est leur électoralisme. C'est que pour un parti qui veut supposément être différent, qui prétend réformer la démocratie, ils ont un comportement électoraliste effréné. C'est-à-dire, ça se manifeste, Marissal, c'est un cas, là, l'opportunisme absolu au niveau des candidatures. On est prêt à aller chercher n'importe quel candidat spectaculaire, même s'il n'y a aucune conviction convaincante dans la ligne du parti, parce que ça fait un bon cheval de bataille. Ça, c'est inacceptable. Ça, c'est pire que... C'est aussi pire, en tout cas, que ce qu'on voit dans plein d'autres, chez les autres partis. C'est même chose dans les candidats qu'on va chercher dans les minorités culturelles. Très bien, c'est une bonne affaire. Mais alors là, on laisse ces candidats-là tenir des discours radicaux anti-laïcité et personne du parti n'intervient pour dire, là, ça, c'est pas la ligne du parti. Donc... il y a actuellement un clientélisme aussi, ça fait partie de ce que j'appelle l'électoralisme. Là. On annonce pour les élections, non pas une vision pour changer la société québécoise, on annonce des engagements à toutes les 2-3 semaines, précis, pour aller chercher, pour plaire à une catégorie de monde, comme font tous les autres partis. Alors ça aussi, c'est pour moi, c'est très, très décevant parce que c'est ça qu'on reproche à la politique aujourd'hui, de faire du clientélisme continuellement et de ne jamais être capable d'aborder une réforme de la démocratie, une réforme de la société, une réforme écologique d'ensemble, au moins comme orientation à l'intérieur duquel peuvent se situer différentes actions. Alors moi, là, ça me déçoit totalement. Et je trouve que Québec solidaire actuellement fait n'importe quoi. Disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, et ça se voit dans les candidats, ça se voit dans les programmes, dans les interventions. C'est un peu bordélique, là. Il y a des gens qui font des campagnes de haine actuellement, au nom de Québec solidaire, et qui personne ne les met au pas, nulle part, ne leur fait d'avertissement. Là, Françoise David, oui, c'est une autre histoire là, qui s'en va commenter la campagne électorale. À quel titre au juste? C'est sûr qu'elle est estimée, puis c'est une personne qui généralement a été assez modérée dans ses discours, mais il reste que c'est une tenante de la défense des minorités très forte, tout aussi le débat féministe actuellement, la façon dont il se mène à travers des accusations puis des espèces d'inquisitions continuellement, c'est pas forcément toujours la meilleure façon de faire avancer la cause. T'sais, moi, je dis, écoutez, les changements sociaux, ça se fait pas instantanément. Il faut laisser le temps. Il faut donner les moyens, ça c'est certain. Mais ça se fait pas avec des mathématiques pour mesurer si là, il y a quelque chose qui dépasse de plus ou tout ça. Et en mettant des étiquettes surtout.
Moi, je suis écœuré des étiquettes. On n'est pas capable de parler de quoi que ce soit sans mettre des étiquettes. On dira pas Madame une telle a été nommée au poste, tel poste, elle le mérite bien, ça fait longtemps qu'elle travaille, tout ça. Ah non, c'est la première femme que c'est une femme, ben il n'y en a pas encore assez, c'est pas la parité. Alors, ça devient revanchard tout le temps. Je pense que c'est pas... et Françoise David, ben, elle a pas donné sa place sur ce genre de choses-là. Fait que moi, disons que je respecte, puis je vais lire autant que possible ces choses, mais je trouve que c'est encore une sorte de guerre ou par un drôle de hasard, qui n'en est probablement pas un, la nomination de Françoise David à la presse, là, pour commenter les élections, c'est une grosse tribune pour Québec solidaire, comparé à la part de l'électorat qu'ils ont actuellement. T'sais. Ça, c'est évident. Bon, c'est sûr que là aussi, dans les médias, on cherche le spectaculaire. T'sais. Et Françoise David, ben, elle a un nom. T'sais. Alors, c'est un peu... Tout le monde joue la carte de l'opportunisme. T'sais. Mais bon, elle a sa valeur aussi. Là. Je veux pas la dénigrer injustement. Là. Elle a ses opinions. Et moi, de toute façon, dans la logique de ce que je viens d'expliquer, je considère que toute la gauche, ou enfin toutes les forces progressistes au Québec actuellement, sont dans un état de division absolument épouvantable. Et que ça nous condamne, la prochaine élection, à une élection qui va servir au mieux va servir de nettoyage, de faire le ménage. Et je prévois que, pour ma part, que autant Québec solidaire que le Parti québécois vont sortir la tête très basse de cette élection-là. Et dans ce sens-là, ben, peut-être qu'il sera plus facile après l'élection, quand le verdict de l'élection aura tombé sur le discours que tient Québec solidaire et sur l'état de désaffection donc, que subit le PQ. Après ça, on pourra peut-être recomposer politiquement les forces progressistes. Il va y avoir eu des leçons, de sérieuses leçons qui vont être servies durant cette élection-là. Évidemment, on va payer pour, parce que pendant 4 ans, on va se retrouver avec un gouvernement libéral ou caquiste. Dans les deux cas, c'est pratiquement aussi pire. Des fois, c'est pire d'un côté, des fois, c'est pire de l'autre. On va payer très cher pour ça. On a déjà commencé à payer. Mais seulement, au moins, il y aura des choses, il y aura des points qui ont été mis sur certains i, là, et on pourra peut-être parler un peu plus raisonnablement d'organiser les forces progressistes pour essayer de reprendre un peu l'engagement politique citoyen et de lui donner une force politique. Oui. Parlant d'engagement politique citoyen, vous avez été cofondateur de l'Union paysanne. Pouvez-vous nous en parler? Oui, l'Union paysanne, ça a été fondé en 2001. Ça a été un peu quelque chose qui est survenu à la suite des batailles épiques là, qui ont eu lieu un peu partout à travers le Québec contre l'implantation des porcheries industrielles intensives qui introduisait un nouveau modèle agricole très intensif, aussi très intégré, où les éleveurs étaient payés à contrat par des gros entrepreneurs, les intégrateurs qu'on appelle. Donc, il y avait de quoi, là, et il y avait des impacts écologiques énormes. Alors, ça a été une grosse mobilisation contre ce modèle agricole-là. Et finalement, comme ce modèle agricole-là intensif était soutenu de façon très claire depuis le début des années du libre-échange, 92-93, par l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, qui est un syndicat monopolistique, un syndicat unique auquel tous les agriculteurs doivent contribuer, et qui parle, l'UPA parle, est la seule qui a le droit de parler au nom de tous les agriculteurs, que ce soit un gros intégrateur qui fait élever 1,5 million de cochons, ou le petit
le petit jardinier biologique qui vend des paniers pour les familles. Tout le monde est dans le même bateau, tout le monde, comme si tout le monde avait les mêmes problèmes, comme si tout le monde avait les mêmes intérêts. Alors, ça nous a conduit, finalement, comme il n'y avait pas moyen d'avoir un dialogue avec l'UPA, ça nous a conduit à fonder un syndicat parallèle. Parce qu'on peut fonder des syndicats, mais ils ne sont pas accrédités. Alors, le syndicat parallèle qu'on a créé, l'Union paysanne, qui était surtout destiné à défendre les agriculteurs artisans, les agriculteurs paysans, les agriculteurs biologiques, les gens, on a eu jusqu'à 3000 membres. On acceptait aussi des citoyens, simples citoyens qui voulaient appuyer, travailler également avec les producteurs. On a eu jusqu'à 3000 membres, mais tous nos membres devaient continuer à cotiser à l'UPA, 350 piastres par année. En plus de cotiser à l'Union paysanne. Alors, c'est sûr que c'est très compliqué de maintenir un syndicat dans ces conditions-là. Mais on l'a fait, et les premières années, on a eu d'assez bons succès. On a eu un succès de grand public d'abord. Ça a réveillé beaucoup les gens. Ils se sont aperçus que l'agriculture, là, c'était plus comme autrefois, là, avec les poules dans la cour, puis les animaux dans le champ, puis ils se sont aperçus que l'agriculture moderne, là, il n'y avait plus d'animaux dans les champs, les poules étaient toutes renfermées dans des poulaillers de 200 000 poules, en concentration, comme les cochons d'ailleurs. Alors, que ça polluait énormément, que toutes ces porcheries-là étaient sur fumier liquide, c'est-à-dire qu'on mélangeait le fumier à de l'eau pour que ça se dirige automatiquement tout seul vers les fosses. Et après, quand on étendait ça dans les champs, ça polluait très rapidement les cours d'eau. Alors tout ça, toute cette conscience-là s'est développée dans le public. Et il y a eu un très bel effet de l'Union paysanne. Maintenant, les années, passées ces années-là, le moratoire qu'on a obtenu sur l'industrie porcine et tout ça, le BAP, ça a été beaucoup plus difficile de maintenir le mouvement. Il y a eu aussi des erreurs, je pense, de direction qui ont été faites. Moi, j'ai abandonné la présidence en 2005 et de sorte que il y a un peu plus tard, en 2006, il y a eu une commission créée par le gouvernement. Ça, c'est quand même aussi un des effets de l'Union paysanne. Sur l'avenir de l'agriculture. Une commission qui a fait le tour du Québec, qui a reçu 800 mémoires et qui a proposé des modifications très intelligentes et très, très réalisables, qui allaient dans le sens beaucoup de ce que l'Union paysanne avait développé comme revendication. Mais l'UPA a refusé systématiquement d'accepter aucune recommandation. Alors, devant le refus de l'UPA, le gouvernement a refusé lui aussi parce que le gouvernement est un peu à la remorque de l'UPA. C'est le véritable ministère de l'Agriculture au Québec, c'est l'UPA, c'est pas le ministère de l'Agriculture. Et aujourd'hui encore, les politiciens ont tous peur de l'UPA parce que le monopole qu'elle a avec les années lui a permis de prendre un contrôle absolu sur toute la production agricole, et tout ça rapporte des sommes considérables d'argent. Donc, ils ont un pouvoir financier, un pouvoir institutionnel très, très grand. Ils n'ont pas de rapport Alors, de gouvernement? Le rapport Pronovo, on fait ses 10 ans cette année, et il n'y a strictement rien qui a bougé. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, actuellement, l'UPA, un monopole qui a fait son temps, parce que rien n'a bougé. Et il y a des milliers et des milliers de jeunes qui veulent faire une nouvelle agriculture de proximité écologique sur des territoires, des terres beaucoup plus petites, parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des milliers d'hectares pour faire ça. Et toutes les lois les bloquent. Que ce soit le zonage agricole qui leur permet pas d'acheter un morceau plus petit, de se construire une maison là-dessus, que ce soit les subventions et toutes les assurances agricoles qui fonctionnent toutes selon les volumes de production. Là, si tu es un petit producteur, tu n'as même pas accès à ça. L'argent va tout au plus gros, que ce soit la gestion de l'offre qu'on appelle, ou enfin les plans conjoints, les quotas, où les quotas coûtent tellement cher que il y a seulement ceux qui en ont déjà beaucoup, qui sont très gros, très riches, qui peuvent en acheter. Et les jeunes qui veulent produire des choses pour la communauté autour d'eux n'ont pas le droit de le faire s'ils n'ont pas de quota.
Alors, écoutez, c'est sérieux les quotas, là, pour avoir le droit d'avoir une vache, de commercialiser le lait d'une vache, ça coûte 26 000 $. Pour avoir une poule, le droit d'avoir une poule au-delà de 100, c'est 260 $ pour une place poule. Oui. Alors, c'est évident que il ne faut pas s'étonner, là, s'il y a pas beaucoup de relève, ils ont des problèmes avec la relève, parce que quel jeune peut se permettre d'acheter une étable où il y a 100 vaches, quand il faut, rien que pour le quota, là, tu sais, c'est 2 millions, tu sais. Ouais. Est-ce que, M. Bouchard, vous devez savoir qu'il y a autant d'employés, sinon plus, à l'UPA qu'il y en a au ministère de l'Agriculture? Ah ben oui, il y a 2000 dirigeants. Il y a 2000 dirigeants à l'UPA. C'est une machine énorme parce que les agriculteurs sont distribués dans tout le territoire, évidemment. Donc, il y a une structure par région. Donc, toutes les régions sont couvertes par des fédérations de l'UPA. Et il y a aussi toutes les spécialités, les fédérations spécialisées, de sorte que toutes les institutions qui touchent l'agriculture sont sous contrôle à toute fin pratique de l'UPA. Et dans les régions, les villages, les municipalités, les MRC qui s'occupent d'aménagement du territoire ont à faire face aussi à l'UPA qui dans les lois sur l'aménagement, ont toutes sortes de droits. Ils doivent donner leur avis. Dans certains cas, c'est des vétos. De sorte qu'ils contrôlent pratiquement la vie des MRC en campagne et ils ont une influence énorme sur la campagne. Donc, quand il y a eu les grosses batailles sur les porcheries, on avait à ce moment-là, évidemment, affaire à l'UPA, parce que l'UPA était partout là, pour défendre le droit de produire des agriculteurs, empêcher les MRC, les municipalités de faire des règlements pour encadrer l'implantation des porcheries, etc. On a gagné certains points, certaines améliorations là-dessus, mais on n'a pas tout gagné, là, loin de là. C'est encore, mais malheureusement, dans les régions éloignées, l'agriculture, le plus dramatique actuellement, c'est qu'elle dépérit, tu sais. Tout se centralise, alors c'est des entreprises de plus en plus grosses. Là, maintenant, la plus grosse ferme de vaches là, qui se construit, là, c'est 1400 vaches sur le même site. Oui. Alors, c'est évidemment que toutes ces grosses fermes-là se construisent au centre du Québec, à Victoriaville, Saint-Hyacinthe et tout ça. Et donc, les régions se vident, perdent leurs agriculteurs. Parce qu'un agriculteur, dans mon coin, par exemple, qui vend son quota de lait, puis qui ne veut plus avoir de vaches laitières, son quota de lait, il s'en va dans la bourse provinciale de quotas. Et il va être acheté par un gros fermier de Saint-Hyacinthe, par exemple. Donc, le lait qui se produisait en campagne, en région éloignée, se produit maintenant dans les régions centrales du Québec. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le système des quotas, le système de la gestion de l'offre, qui est un système qui a rendu des grands services, puis qui en soi est bon, parce qu'il peut, si on veut favoriser l'autosuffisance d'un pays alimentaire au Québec, comme on l'a déjà fait dans le passé, c'est une protection contre le dumping des produits qui viennent de l'extérieur. Mais dans la façon dont il fonctionne actuellement, il a des effets pervers, et il amène une concentration de la production, et il étouffe le développement d'une agriculture de proximité. Alors, faut faire toutes les nuances. C'est comme sur le monopole de l'UPA, je le dis bien dans mon livre, ce n'est pas contre l'UPA comme syndicat. L'UPA a le droit d'exister comme syndicat, et elle va exister sûrement encore très longtemps. C'est contre le monopole de l'UPA, que ce soit la seule association qui soit accréditée. Dans tous les syndicats ouvriers, les ouvriers ont le choix entre plusieurs syndicats, et au bout quand leur convention collective échoue, ils ont le droit de changer de syndicat ou d'abandonner complètement d'être syndiqués. Il n'y a rien de ça chez les agriculteurs, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Est-ce que vous avez entendu parler qu'il y aurait un des Desmarais qui aurait commencé dans l'agriculture, quelque chose, qui aurait lancé une ferme? Oui. Ben oui. La ferme des 4 temps, dont on parle beaucoup, parce que là, entre autres, il y a une série, Les Fermiers, là, qui passe en ce moment sur UniTV, qui est excellente d'ailleurs. Ben, comme l'UPA et comme le MAPAC
mettent toutes leurs billes actuellement dans l'agriculture industrielle et même très souvent d'exportation, parce que même la nouvelle politique a dit qu'on voulait doubler l'exportation. Donc, il n'y a pas d'argent pour aider ceux qui veulent faire des expériences en nouvelle agriculture pour développer des modèles de fermes qui seraient moins coûteuses et permettraient à des jeunes de plus facilement de réussir et de vivre de la ferme. Alors, M. Desmarais, c'est un homme qui a de l'argent, c'est bien connu. Et pour des raisons humanitaires, des raisons que lui-même a le goût d'une nourriture de plus en plus de qualité pour ses petits-enfants, tout à coup a dit, moi je serais prêt à investir de l'argent pour qu'on développe des modèles d'agriculture plus intéressants. Bon, et finalement, il y a eu des ententes pour que le projet se fasse avec Jean-Martin Fortier, qui a écrit Le jardinier maraîcher. On lui a donné vraiment toute l'attitude de travailler librement. Alors, moi, je dis, bon, c'est sûr, j'aimerais mieux que ça soit l'UPA ou bien le ministère de l'Agriculture qui développe des expériences comme ça, mais ils le font pas. Et pour le faire, ça en prend de l'argent. Alors que la contribution de M. Desmarais pour développer des modèles comme ça, elle est bienvenue dans le fond, tu sais, en autant qu'il ne prend pas le contrôle de tout, puis qu'il n'impose pas des objectifs qui sont à contresens du projet. Et à date, ça a l'air à bien fonctionner, tu sais. Je suis pas un puriste là-dessus, là. L'argent, ça en prend pour faire des choses, tu sais. Oui, l'agriculture, c'est vraiment un pays autonome, il faut être capable de se nourrir. Hein? Ah, ça, tout à fait d'accord. Mais tu sais que quand Jean Garon est parti en 1985, il y a 30 ans, on avait 80% d'autosuffisance alimentaire au Québec. Et là, on est rendu à 30%. Fait que, tu sais, c'est quand ils nous disent dans la dernière politique, là, on veut augmenter considérablement les produits locaux sur vos tables et on veut doubler les exportations. Ben là, décidez-vous, là, vous pouvez pas faire les deux en même temps, là. C'est clair que si on exporte, on double les exportations. Déjà, on exporte 60% des porcs qu'on produit, une partie importante des céréales. Ben là, on n'augmentera pas l'autosuffisance. La preuve, regardez, depuis 1985, le départ de Jean Garon, Jean Garon, il avait donné comme objectif l'autosuffisance alimentaire. Mais après, le gouvernement a changé de cap et il a dit maintenant l'objectif, ça va être la conquête des marchés. Ouais. Et c'est ça que ça donne. Ça a donné qu'on est passé de 80 à 30%. Et actuellement, le drame, c'est ça, c'est que tout l'argent que nous mettons, l'argent public de nos taxes qui va au secteur agricole, va à l'agriculture industrielle de volume et d'exportation. Alors, si on veut augmenter la pression du côté de l'agriculture d'autosuffisance, bon, ben, il faut le faire. Dans ce sens-là, moi, je suis tout à fait ouvert. Il faut être prudent, mais tout à fait heureux que cette expérience-là se fasse. Monsieur Bouchard, je vous remercie beaucoup. Il va falloir vous réinviter parce que j'aurais aimé parler de l'achat des terres par Charles Sirois et par les Chinois. Ça rime, là. C'est déjà tout pour notre invité, Roméo Bouchard. Vous pouvez le rejoindre via sa page Facebook, Roméo Bouchard, ou lui écrire par courriel à romeobouchard@hotmail.com. Merci à vous. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.